School TV Le Mag, le retour, merci à vous. Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de ce mag consacré à la ville d'Aubervilliers avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. Allez, le sommaire Aubervilliers en mode olympique. Cette ville de Seine-Saint-Denis, 90 000 habitants, je vous le rappelle, attend avec impatience les JO. Quel impact pour la jeunesse, sa jeunesse, quel héritage matériel et aussi immatériel, on en parle dans un instant, avec Madame le maire. Aubervilliers en pointe face au décrochage scolaire, avec la mise en place, vous allez le voir, de la Digital Academy. Quelle mission, quels résultats? Là aussi, on en parle dans un instant. Et puis il y aura la loupe dans une dizaine de minutes au programme. Eh bien, je vous parle d'un acteur américain, oscarisé, je laisse planer le mystère, qui est très investi à Aubervilliers, voyez-vous. Je crois voir qui c'est. On voit ça tout à l'heure. Bonjour Karine Franclet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien évidemment, maire d'Aubervilliers, conseillère départementale de Seine-Saint-Denis et vice-présidente de Pleine Commune. Pleine Commune, c'est Pleine Commune, c'est la réunion de 9 villes du territoire au sein d'un EPT. Quelle est la singularité? Alors j'ai dit 90 000 habitants et un territoire, une commune plutôt dynamique. Quelle est la singularité d'Aubervilliers? Alors Aubervilliers, moi je pense que si on doit la résumer en une phrase, c'est une ville qui cumule bien sûr de nombreuses fragilités, donc une ville pour laquelle on a envie de s'investir et d'être utile, mais elle a autant de fragilités et de difficultés que d'atouts. Et donc, c'est ce qui nous rend extrêmement déterminés et optimistes. Et on voit avec plaisir Aubervilliers devenir de plus en plus attractive. Et Aubervilliers, je suis à la tête d'une équipe municipale qui a vraiment envie qu'Aubervilliers développe ses potentialités. Très dynamique. Les JO, c'est demain, Madame le maire. Je ne vous l'apprends pas. Est-ce que cet événement est porteur d'une certaine dynamique pour votre territoire et surtout pour votre commune? Alors, on va pas se mentir. Moi, j'ai l'honneur et la chance d'être le maire d'Aubervilliers depuis 3 ans. Donc, quand on est arrivé il y a 3 ans, tout était déjà décidé. Et malheureusement, Aubervilliers n'était pas ville haute. Donc, ça a été mon regret. Mais on va pouvoir... J'ai dit, si j'avais été là avant, ça serait pas, ça serait pas été comme ça. Ça serait pas passé. C'est sûr, parce que c'était quand même une occasion aussi formidable d'avoir une ville qui rayonne. Je pense à des communes voisines qui accueillent des délégations étrangères, qui font des formidables partenariats dans les écoles. Bon, après, c'est comme ça, on reste pas les deux pieds dans le même sabot. Surtout que c'est pratique, la proximité, juste à côté, enfin, vous touchez On Paris. avait quand même, à l'arrivée, 2 projets, un projet de piscine, un projet de gymnase, qui était extrêmement mal ficelé, mais on a réussi, avec force, détermination, à finalement sortir dans les temps ces projets. Le centre aquatique Camille Muffat. Un centre aquatique Camille Muffat, à dimension olympique, et un gymnase d'entraînement pour le hand. Et pour nous, c'était très important, parce que pour plusieurs raisons. La première, Aubervilliers a malheureusement un déficit d'équipements sportifs. Et donc, cet héritage JO, c'était aussi l'occasion de pouvoir se faire cofinancer de très beaux équipements. Donc, on a forcément saisi l'occasion. Et puis, pour parler plus particulièrement de la piscine, moi, il y a quelque chose qui me choque, pour lequel je me battais quand j'étais chef d'établissement, c'est qu'en Seine-Saint-Denis, un enfant sur 2 à l'entrée en 6e ne sait pas nager. Et quand on sait ça, moi, quand il y a eu les difficultés malgré le savoir nager, pour la piscine, apprendre à nager, moi j'ai pensé, je me suis dit déjà, Aubervilliers a le droit d'avoir du beau, donc une belle piscine à Aubervilliers, c'est formidable. Mais j'ai surtout, ce qui m'animait, c'était surtout de se dire qu'il y a des dizaines et des dizaines et des centaines et des milliers d'enfants qui vont pouvoir apprendre à nager, que ce soit des enfants d'Aubervilliers ou même de Pantin, La Courneuve, des villes limitrophes qui vont pouvoir aussi bénéficier de ce bel équipement. Vous étiez chef d'établissement. J'ai été chef d'établissement. Vous me l'apprenez. Conseillère principale d'éducation à Saint-Denis, puis chef d'établissement par choix à Aubervilliers. À Aubervilliers, c'était quel établissement? Le lycée Jean-Pierre Timbaud, un lycée professionnel avec des filières assez déclassées que j'ai eu à cœur de relever et de rendre positif. Combien d'élèves? Il y avait 800. 800, d'accord. Un gros établissement. Est-ce que le sport reste, d'après vous, le levier le plus puissant pour éduquer notre jeunesse, ou est-ce qu'on en demande trop aujourd'hui au sport, tout simplement? Non, moi je pense que l'éducation, elle s'entend au sens large, et évidemment le sport est important, le bien-être physique, pouvoir se défouler évidemment, mais aussi surtout, je pense, dans nos territoires, ce qui est important, ce sont aussi les valeurs.
les valeurs qui sont véhiculées par le sport, les valeurs de solidarité, même de compétitivité. Et ça, c'est très important. Et puis, dans des territoires où les jeunes ont parfois du mal à se projeter, les jeunes ne se sentent pas forcément autorisés à réussir, on sait que dans le sport, ils reconnaissent aussi des modèles de réussite. Alors après, il y a tout un travail à faire pour leur dire non, vous ne serez pas tous Warren Zaïre-Emery qui est d'Aubervilliers, ou Sarah Oramune, pareil, qui a été championne olympique. Mais c'est aussi de se dire, voilà, c'est des valeurs de détermination, de combativité. Vous voyez, là, on a inauguré avec plaisir un nouveau dojo, aussi dans le cadre des JO. Et la judokate qui est venue parler, aux élèves, mais pareil, des valeurs de détermination, en disant, voilà, moi, je me prépare aux JO 2024 depuis sur Tokyo, donc c'est aussi des valeurs de persévérance, d'engagement, de résilience. Donc tout ça, je pense qu'on a vraiment... des experts en gestion de projet, au final. Mais moi, je refuse de dire que puisqu'on est dans les banlieues, on va faire du sport. Que du sport. Moi, je crois aussi beaucoup au mentorat. Je pense que c'est vraiment un panel très large qui doit amener les jeunes vers, pas la réussite, mais les réussites. Et l'insertion des jeunes, ça passe aussi par la culture ? Évidemment, la culture, c'est aussi essentiel. Nous, on est très heureux. On a vraiment développé les parcours d'éducation artistique et culturelle. Aubervilliers est vraiment une ville historiquement très riche de sa culture. On a une scène nationale, théâtre de la Commune, avec une nouvelle direction qui nous réjouit, qui a un projet extrêmement positif avec Frédéric Bélier-Garcia à sa tête depuis le mois de janvier. Mais la culture à Aubervilliers, c'est aussi un ensemble d'acteurs. On a de nombreuses associations, de nombreux partenaires culturels. Donc, on a Push qui s'est installé avec 250 ateliers d'artistes et qui maintenant s'inscrit dans le parcours des... Qu'est-ce que c'est, Push ? Push, en fait, c'est un manifesto ils étaient à Bagnolet avant. Et l'idée, c'est quand vous avez un immeuble, des projets qui dans le délai entre le moment où le projet se décide et le projet se réalise, c'est un partenariat avec le privé, où plutôt que de payer du gardiennage, eh bien, ils accueillent, ils mettent à disposition le lieu pour des ateliers d'artistes. Et Push, c'est 250 artistes, dont certains exposés dans les plus grandes galeries. Et moi, quand ils sont arrivés, première chose que je leur ai dit, c'est partenariat. Et ils font des parcours éducatifs et artistiques et culturels dans les écoles. Et je pense que c'est tout un. Il faut vraiment. Moi, je vois le rôle du maire comme quelqu'un qui crée des ponts, qui tisse des liens. On a aussi, quelle fierté, le 19M, donc toutes les maisons d'artisanat Chanel qui sont regroupées à la porte d'Aubervilliers. Et là aussi, des événements culturels et même aussi du savoir-faire à la française. Et bien là aussi, on a à cœur de mettre tout cet écosystème en lien pour nos écoles. Et c'est comme ça que ça fonctionne. La population est croissante à Aubervilliers. On a reçu beaucoup de maires, effectivement, d'Île-de-France. J'ai perdu mes antisèches, merci de m'avoir redonné, Madame le maire. Est-ce qu'à Aubervilliers, on doit pousser les murs ou il y a encore de l'espace, justement ? Parce qu'il y a beaucoup de maires qui viennent nous dire, effectivement, et on va parler de la rénovation du bâti, mais qu'il faut repenser les espaces et que parfois, quand on manque d'espace, eh bien, il faut que telle ou telle salle puisse servir faut qu'elle soit polyvalente au final. C'est aussi votre cas ou vous n'avez pas cette problématique ? Quand je vous disais fragilité, difficulté, mais aussi énormément d'atouts, l'avantage, comme rien ne s'est passé pas grand-chose pendant des années, on a encore à Aubervilliers pas mal d'espace, mais ce sont des friches industrielles, donc c'est pas du foncier municipal. Donc là aussi, il faut en bonne intelligence maîtriser l'appétit des promoteurs, maîtriser l'envolée du foncier si on veut de la qualité. Et c'est vrai que je n'ai pas de grands terrains municipaux, mais nous avons encore de la place. Mais ce qui manque aujourd'hui à Aubervilliers cruellement, ce sont les espaces verts. Et ça, c'est vrai que des fois, c'est difficile pour les habitants de se dire « Mais Madame le maire, vous autorisez construire un nouvel immeuble, pourquoi vous ne faites pas un espace vert ?» Mais tout simplement parce que je n'ai pas les 15 millions d'euros sur les comptes de la mairie pour racheter ce terrain à un privé. Donc il y a aussi tout un accompagnement à faire. Mais on a encore un potentiel et puis une connexion avec les transports incroyables à Aubervilliers. La ville durable, c'est une option ou c'est une obligation ?
Ah, mais la ville durable, c'est une obligation. Et moi, je souhaite, et on a une adjointe extrêmement investie sur ces sujets-là, mais le développement durable, c'est dans l'ensemble des sujets. Ça doit vraiment ruisseler dans l'ensemble de nos actions publiques. Donc, si on parle des écoles, je parlerai évidemment de la rénovation du bâti, parce qu'on avait aussi 34 écoles dont j'ose même pas dire le pourcentage dans un état. Oui, parce que le gouvernement a mis la focale sur Marseille, mais il n'y a pas que Marseille. Ils peuvent venir aussi à Aubervilliers, on a vraiment un énorme travail. Mais donc, finalement, quand on change les fenêtres, quand on fait du relamping et qu'on passe au LED, ça, c'est aussi du développement durable. Après, bien sûr, on rénove nos cours d'école et systématiquement, ça devient... Des cours Oasis. Des cours Oasis. Il en existe combien aujourd'hui? Alors, il en existe maintenant 4, parce qu'on en fait 2 par an. Donc, il y en aura 6 à la rentrée prochaine. Donc, ça, c'est vraiment un effort considérable. Ce sont des projets qui sont menés en concertation avec les équipes pédagogiques, avec les élèves, et c'est vraiment très vertueux. Que vous demandent le plus les parents? Parce que je sais quand on est mère, on se fait souvent interpeller, et je sais que vous, en tant que aussi ancien chef d'établissement, vous allez aussi, j'imagine, dans les écoles. Qu'est-ce qui revient le plus dans la bouche des parents? Quelle est la Mais je pense que les enfants, c'est l'État, pour le moment, la grosse problématique qui est soulevée, c'est l'état du bâti. Donc, je pense qu'ils aimeraient que d'un seul coup, on puisse rénover l'ensemble des écoles d'Aubervilliers. On a beau mettre des millions chaque année, on ne peut pas d'un coup comme ça rattraper tout le retard. Donc, je pense qu'il y a un vrai souci. Et moi, une quarantaine d'années de retard. Donc, on a le droit au beau à Aubervilliers. Et puis, les conditions de scolarité, elles sont... pour le bien-être à l'école. Pour le bien-être à l'école, mais aussi que ce soit pour les élèves, mais il ne faut pas oublier pour les enseignants. Et quand ça peut être des fois des détails, mais agacés par un store qui ne descend pas depuis 4 ans, et qui a eu 4 années de demande, et que finalement, ça peut aussi agacer... je souris, mais c'est nerveux, parce que j'imagine le prof. Mais on était sur des fois aussi des détails. Donc, à la fois, on fait des rénovations lourdes, mais on a aussi déployé un système qui est encore largement perfectible, mais de guichet unique pour être plus réactif sur les petits travaux, mais qui sont importants et pour les enfants, et aussi pour le personnel d'entretien, nos ATSEM qui s'engagent dans les écoles. Comment fonctionne la Digital Academy que vous avez mis en place pour lutter contre le décrochage scolaire ? Alors, moi, je suis quelqu'un qui est absolument convaincu quand il y a des choses positives qui existent, ça ne sert à rien de réinventer la roue, et il faut aussi s'appuyer sur des modèles. J'ai eu la chance d'avoir été déléguée spéciale quand j'étais conseillère régionale en charge du décrochage scolaire, où forcément, j'avais audité de nombreux dispositifs et j'avais découvert le fonctionnement de cette Digital Academy qui fonctionnait très bien dans une ville de la grande couronne parisienne, dans la ville de Montereau. Et je m'étais toujours dit que le jour où je gagnerais la mairie d'Aubervilliers, je le mettrais en place, parce que le prérequis est très simple, c'est quand on a des jeunes qui sont un peu éloignés des études ou qui ne se sentent pas autorisés à le faire, c'est important d'avoir un lieu où ils pourront suivre un cursus en distanciel avec un temps de présence obligatoire et un accompagnement par un coach. Alors on peut se dire, non mais attendez, à Aubervilliers, vous prenez le métro, vous avez toutes les universités à proximité, ça sert à rien ce que vous faites. Mais en fait, on se rend compte que dans des villes comme les nôtres, il y a aussi le problème, on a des jeunes qui ont du talent, qui ont un potentiel incroyable, mais qui ne se sentent pas forcément, c'est pas pour eux, ils se sentent pas autorisés à. Et donc peut-être qu'un jeune qui osera pas forcément franchir la porte de l'université, mais il se sentira plus sécurisé à pousser la porte de la Digital Academy, et puis à avoir un travail en petits groupes, et puis aussi à la question du matériel. Là, lors de ma dernière visite, j'étais ébahie. Un jeune brillant, bac mention bien, licence d'informatique. Je lui dis, mais je comprends pas, pourquoi vous êtes là ? Mais parce que, Madame le maire, chez moi, j'avais pas les moyens d'avoir un équipement informatique comme vous me le proposez. Et là où on a été, et c'est vraiment encore la notion de partenariat, cette Digital Academy, elle est possible
parce que j'ai été chercher des partenariats avec des entreprises, parce que mon budget de la ville, il est, comme tous les maires de France, très contraint. Oui. Mais j'ai eu un partenariat avec ICAD qui me met à disposition les locaux. Et on a une très belle entreprise qui fait des data centers qui s'appelle Equinix, qui a mis à dispo tout le matériel informatique. Il y a des imprimantes 3D, il y a un studio d'enregistrement. Donc c'est aussi et il y a un nombre de places limité. Il y a un nombre de places limité, la capacité est d'une trentaine. Après, vous me direz, mais 30, c'est rien. Mais moi, je crois aussi, vous allez peut-être me dire, vous êtes utopique, mais chacun fait sa part, le collectif, chaque goutte d'eau. Et comment ils sont sélectionnés Alors, il y a tout un pareil, on a tout un maillage. On travaille avec la mission locale, on travaille avec notre mission emploi, on travaille avec les établissements scolaires. Il y a un gros travail de com qui est fait aussi, y compris dans les établissements, avec aussi notre conseil local des jeunes. Et donc, voilà, ils savent qu'ils peuvent venir. Et après, c'est entretien, dossier. Et les parcours sont vraiment très divers. Ça va de la personne qui était en décrochage scolaire, qui décide de passer un DU, donc l'équivalent du baccalauréat pour adultes, pour pouvoir repasser ses études, à des reprises d'études, ou même à des prises d'études post-bac plus classiques. Ou, et ça aussi, ça soulève un autre problème qui est à régler à l'échelle nationale, c'est Parcoursup. On a aussi des jeunes qui n'avaient pas eu ce qu'ils souhaitaient sur Parcoursup et qui du coup se sont trouvés après le bac sans rien et qui ont franchi les portes de l'académie. Et comment vous trouvez des coachs adaptés pour des profils aussi divers? Là, après, c'est le talent on a vraiment la chance d'avoir trouvé la bonne personne qui est vraiment quelqu'un qui a fait vraiment un parcours très, très divers et qui gère les coachs. Et ça, c'est aussi d'avoir la bonne personne au bon endroit. Mais je pense que le projet était vraiment attractif. Beaucoup de talent, beaucoup d'énergie Aubervilliers, beaucoup de fragilité aussi. Beaucoup de fragilité aussi, vous l'avez dit. Est-ce que les jeunes d'Aubervilliers ont des barrières limitantes? Vous parlez effectivement de ces talents qui se disent tiens, peut-être ça, c'est pas pour moi. Mais on est de l'autre côté du périph', il y a encore aujourd'hui en 2024 cette barrière psychologique. Ils ne se sentent pas forcément autorisés à réussir. Et même à l'heure du numérique, des réseaux où on voit que tout est possible. Parce qu'eux aussi, ils sont dans un environnement qui peut être dégradé. Il y a aussi le regard. Quand est-ce qu'on parle d'Aubervilliers dans les médias? À part dans des émissions comme celle-là où vous donnez l'occasion d'en parler de manière positive. On en parle souvent de manière négative. Et moi, j'ai en mémoire un événement, ce qui m'avait vraiment marqué 2 ans après le début du mandat, un formidable un conseil local des jeunes extrêmement positif, qui organise un gros événement avec SOS Racisme. Donc on a vraiment... on met à dispo notre belle salle de spectacle embarcadère. On a vraiment 400 personnes dans la salle. On a une table ronde de grande qualité et mes équipes contactent, je sais pas, une 50aine de journalistes et il n'y a personne. Et quand il y a 2 semaines, le jeune s'est fait renverser en scooter. Il y avait toute la presse. Mon téléphone et le téléphone de mes... C'était des centrales nucléaires. Là, ça crépitait. C'est ça qui est dommage aussi. Et c'est pour ça que moi, je saisis toutes les occasions de pouvoir parler d'Aubervilliers de manière positive. Et nous, on est là pour en parler de manière positive. Et on continue à en parler de manière positive avec la loupe d'Alix. La loupe d'Alix Nguyen. Alix, aujourd'hui, tu nous parles d'un centre de formation inauguré l'année passée à Aubervilliers par un célèbre acteur hollywoodien. Et oui, c'était un peu irréel à entendre et pourtant c'est bel et bien vrai. Forest Whitaker, Oscar du meilleur acteur en 2007 pour le dernier Roi d'Écosse et j'en passe, a choisi Aubervilliers comme lieu d'implantation pour une antenne française de son ONG, la Whitaker Peace and Development Initiative. C'est d'ailleurs sa toute première antenne en Europe depuis sa création en 2012. Les autres sont situés en Ouganda, au Mexique et à Los Angeles, là où il habite. Et dans ce centre français, la WPDI propose des formations à la gestion de conflits, à l'entrepreneuriat et à l'informatique, et ce, gratuitement. Les bénéficiaires sont âgés de 20 à 60 ans et viennent de différents départements d'Île-de-France. L'objectif est d'en accompagner plus de 200 par an en mettant particulièrement l'accent sur la jeunesse et les femmes.
Et alors pourquoi la Seine-Saint-Denis ? Eh bien, le lien de l'acteur avec la Seine-Saint-Denis remonte à mai 2021 lorsqu'il s'est rendu au Chêne Pointu, quartier de Clichy-sous-Bois, qui a servi de décor au film Les Misérables de Lajli en 2019. Forest Whitaker a notamment fait la rencontre du grand frère de Bouna Traoré, l'un des 2 adolescents décédés en 2005. Toujours en 2021, il se rend à la Courneuve où il échange avec le président du département, Stéphane Troussel. Son engagement le séduit. Quant au choix du lieu, le quartier des 4 chemins, il symbolise la transition d'un territoire marqué par les difficultés, mais aussi porteur de potentiel. Voir Forest Whitaker s'impliquer dans une ville jeune que la Seine-Saint-Denis, s'impliquer auprès de populations comme les nôtres qui parfois sont éloignées de certaines aides, certains accompagnements, de certaines formations, je trouve que c'est un atout majeur justement pour aider à avancer. C'est quelque chose qui m'aide à gagner encore plus en confiance et à me dire que mon projet est valable, a du sens et qu'il va pouvoir aider peut-être des millions de personnes. Là, on démarre sur ce centre qui est un centre pilote et notre objectif, c'est de pouvoir essaimer sur la Seine-Saint-Denis, ouvrir d'autres centres, travailler avec d'autres territoires, travailler main dans la main avec les collectivités et les associations du territoire. J'ai envie de véhiculer que toute classe sociale, il faut croire à ses rêves. Le rêve, il devient réalité quand on croit en lui. Je dis merci pour cette formation qui nous offre à tous ces bénéficiaires et puis je dirais que j'ai ma place. You can look at them and talk to them and realize the potentiality that they have. They have dreams. Some of those dreams aren't able to be fulfilled. And there's a potentiality for them to be able to grow and prosper in their lives. Vous observez un impact depuis le passage de Forest Whitaker ? Alors forcément, on parlait d'Aubervilliers de manière positive, donc très clairement, ça a été... À ce moment-là, on en avait parlé, du coup. Tout le monde en avait parlé. Ouais. Je veux dire, surtout qu'il n'est pas venu... Là, ça crépitait, effectivement. Il n'est pas venu qu'une fois pour couper le ruban. Je veux dire, il s'est rendu d'abord sur place, il est venu, on a passé 1 heure dans mon bureau à échanger sur la réussite des jeunes, donc ça a été... c'était pas un coup de com', on voyait. Vous avez vraiment... donc le 06 de... Non. Vous avez le number de Forest Whitaker. Elle ne veut pas nous dire, d'abord je demande. Quelqu'un d'extrêmement engagé, il y avait des valeurs communes. C'est pas de la com, quoi. C'était pas de la com. Et depuis maintenant 1 an, même déjà avant l'inauguration, pourquoi ça s'est très bien passé et pourquoi ça fonctionne ? Parce qu'il y a eu un véritable travail entre l'association et les services de la ville, justement pour le repérage des bénéficiaires. Parce que vous avez beau arriver avec le projet le plus beau qu'il soit, les moyens colossaux de la fondation, si vous n'arrivez pas à toucher les bons bénéficiaires, ça ne fonctionne pas. Et là, on reboucle sur un problème aussi en Seine-Saint-Denis et Aubervilliers n'est pas épargné et ça touche les jeunes, mais ça touche aussi l'ensemble des personnes, c'est le aller vers. On a beau essayer de faire plein de choses. Moi, la première fois où ça m'a sauté aux yeux, c'est pendant la vaccination. Moi, je me suis battue, on a été les premiers à ouvrir dès les premiers mois de janvier un centre de vaccination. On n'avait pas de gens, quasiment peu de personnes d'Aubervilliers. On avait les gens moi j'ai reçu des lettres de remerciement de toute la France me disant formidable, merci, quel accueil à Aubervilliers, mais on a vraiment dû se battre pour leur dire voilà, il y a des choses pour vous, allez-y. Et ça, on peut le dire pour la vaccination, on peut le dire aussi pour les aides, pour monter une entreprise. Donc on a vraiment aussi un travail à faire sur le aller vers, il faut aller les chercher. Et vous pouvez nous en dire plus sur le choix d'Aubervilliers, parce que je crois qu'initialement, son choix se portait plutôt sur Clichy-sous-Bois. Alors après, c'est un heureux, on va être très transparent. C'était sans compter sur Karine Franklin. Je pourrais vous dire, c'est le fait d'avoir une mère dynamique, avec des valeurs communes pour la réussite des jeunes. Ça, il s'en est rendu compte. Elle a le 06. Et c'est chouette. Mais en fait, là, c'est la notion, ce que je disais, de partenariat. La fondation Whitaker travaille avec la BNP. La BNP avait, donc la fondation BNP, avait un local sur les 4 chemins à Aubervilliers. Et donc, ça s'est fait comme ça. Mais si ça fonctionne, c'est grâce au travail en partenariat. Et puis, bien sûr, pour nous, c'était une formidable opportunité. Alors, je sais qu'il y a plusieurs sessions de dizaines de personnes. Là, le chiffre global, mais là, on a dû toucher, je pense, en 1 an, plusieurs centaines de personnes. Et maintenant, nous, c'est aussi un dispositif que la mairie d'Aubervilliers soutient à la hauteur de ses moyens, bien évidemment, et
qu'on intègre complètement dans notre écosystème. Je vous parlais de la mission locale. On a créé un dispositif, là, pour le coup, municipal, mission emploi. Et vraiment, l'idée, c'est d'avoir un réseau. On a aussi la chance d'avoir des grandes entreprises comme Veolia, comme Chanel, Saint-Gobain, qui s'investissent aussi sur la ville. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment, il y a le proverbe qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant, mais je pense qu'il faut vraiment tout un écosystème, et on parlait de sport, de culture, d'entreprise. Enfin, il faut vraiment pouvoir connecter tout le monde dans la même direction. C'est quand le prochain conseil municipal des enfants? Et celui des ados? Parce que... Alors, on en a deux. Il y en a deux maintenant. C'est vrai qu'on en a deux. Et, vous êtes bon? Donc, on a commencé par le conseil municipal des enfants là, qui existe depuis maintenant 2 ans. Et puis, je suis vraiment très fière de la qualité de leur travail. Moi, j'ai vraiment voulu que ce soit concret. Parce que je me dis, si on veut engager les enfants et que ça fasse sens, moi, je voulais, l'objectif que j'avais donné à leurs travaux, je dis, moi, je veux présenter une délibération qui soit de votre idée au conseil municipal, et ça a été fait au mois de décembre. Ils ont travaillé sur les questions de harcèlement, et donc deux enfants sont venus présenter la délibération qu'on a votée à l'unanimité, donc des actions contre le harcèlement. Alors, pas en milieu scolaire, parce que c'est pas notre prérogative, c'est l'éducation nationale, mais sur tout ce qui est périscolaire. Ils participent également aux commémorations. Donc c'est vraiment une grande fierté. Et il y avait un manque sur les ados, c'est pour ça que vous avez décidé aussi d'ajouter. Dans la continuité, on s'est dit, on enchaîne avec le conseil municipal des ados qu'on a installé là il y a quelques semaines. Qui sont plus durs à attirer, Madame le maire, ou pas? Qui sont plus durs à attirer, forcément. Là, on est sur un public 5e, 4e, parce que c'est des mandats de 2 ans. Et moi, il y a quelque chose qui m'a fait plaisir, où je me dis, il y a de quoi être optimiste, c'est qu'il y a pas la parité. Il n'y a pas la parité? Il y a plus de filles. Beaucoup plus de filles. Parce qu'il y a des collèges où il n'y avait pas de candidats garçons. Et là, je me suis dit que c'était quand même quelque chose d'extrêmement positif. Et puis, moi, j'étais hyper étonnée de voir vraiment des jeunes filles de 4e avec un discours hyper engagé sur le féminisme. Enfin, ça a été vraiment, là, je me dis, ça donne de l'espoir et ça donne envie de se battre. Est-ce que vous avez aussi envie de vous battre pour vos différents quartiers prioritaires? La réponse est bien évidemment oui. On est quasiment là, quasiment toute la zone. C'est toute la ville qui est en politique de la ville. Ouais, en politique de la ville. Quel est le résultat justement pour la mise en place de ce dispositif porté par l'État? Et comment se porte le travail main dans la main avec l'État? Est-ce qu'en gros, ils donnent les fonds et c'est vous qui mettez en place? Partenarial, comme pour les cités éducatives. Ouais. Après, malheureusement, je pense qu'il faut davantage de moyens, que ce soit des moyens humains, parce que quand on parle aussi de problème de métier en tension, et pendant 1 an, on n'a pas eu de délégué du préfet qui est normalement notre lien. Alors, pourtant, le poste était ouvert, mais aussi une crise de recrutement, donc c'est des fois des moments assez compliqués. Mais là, pareil, il y a une vraie approche partenariale, et on le voit, c'est utile parce que ça permet aussi de poursuivre ce maillage et de mener des actions. Et puis quand on parle de rénovation de quartier, moi j'ai surtout envie de vous parler de l'ANRU. Là aussi, on s'est battu pour que le projet ANRU, du nouvel ANRU, donc de l'ANRU de voie le jour à Aubervilliers, parce qu'on avait un dossier qui n'était pas soutenable financièrement à mon arrivée quand on a ouvert les cartons. Et là, c'est plus de 237 millions d'euros qu'on a obtenus pour rénover 3 quartiers. Donc là, on a un véritable challenge, alors qui est au long cours, et c'est peut-être aussi une frustration qu'on peut entendre pour les habitants qui nous voient faire des réunions, communiquer, mais les effets se verront dans 10 ans. C'est toujours sur le long terme. À terme, c'était vraiment essentiel, et là, il faudrait aussi avoir un véritable choc de simplification pour que ça aille plus vite et que ce soit plus simple. Vous avez parlé de l'encadrement. Première question, est-ce que c'est dur de recruter aujourd'hui? On sait que l'encadrement, c'est capital, si on veut avoir un accompagnement individualisé digne de ce nom. Là, on parle des écoles, on parle de... Moi, si je vous parle de la ville d'Aubervilliers, on a des métiers qui sont en tension. Je pense notamment au personnel dans les crèches, je pense notamment aux assistantes sociales, aux animateurs, où c'est pas toujours simple. Et malheureusement, là, notre proximité à Paris, elle est compliquée parce que on n'a pas la même puissance financière et on est un peu moins attractif financièrement. Donc, à nous de développer des beaux projets avec valeur ajoutée
pour donner envie aux gens de venir travailler à Aubervilliers. Mais ça reste une ville qui est, de manière globale, assez... Il y a le poids d'étiquette d'Aubervilliers? Non, au contraire. Ça, là, c'est pas... à la limite, c'est peut-être sur certains postes les conditions financières, et puis après des métiers en tension, je pense aux finances, des choses comme ça qui sont... C'est partout. Mais on voit, moi j'accueille une fois par trimestre les nouveaux agents, j'en ai quand même 1900 dans ma ville. Donc on va dire que c'est à peu près, je sais pas moi, une centaine de personnes, parce qu'il y a quand même du turnover, c'est normal, c'est la vie d'une entreprise, mais d'une collectivité. Et il y a toujours cette envie de venir s'engager pour Aubervilliers. Et ça, moi, je suis fière quand je vois des gens qui ont envie de venir travailler. Le gouvernement qui souhaite faire 10 milliards d'économies. Effectivement, sur ces prochains mois, c'est très certainement les collectivités locales qui vont en payer le prix fort. Ça vous inquiète? Ça m'inquiète beaucoup parce que si je peux entendre la dette, si je peux entendre les économies nécessaires, mais nous, collectivités, on ne peut pas nous demander d'en faire toujours plus et nous demander de contraindre nos budgets. Et là, on est déjà sur des budgets extrêmement contraints. Si on donne un exemple concret, il y a 2 ans, on a augmenté le point d'indice des fonctionnaires. On l'augmente en juillet, donc c'est pas du tout budgété dans nos budgets. Mais on l'augmente sur nos budgets propres. On m'a pas donné d'argent en plus pour les payer. Donc si moi je trouve ça formidable de rehausser le salaire des fonctionnaires, moi je dis au gouvernement comment je fais pour continuer à rénover mes écoles. Et je pourrais vous dire pareil pour la prime Ségur, là on a parlé d'inflation, là j'ai 8 millions d'augmentation sur mes charges de fluide, c'est pas compensé. 8 millions, c'est 5 cours à 10. Le budget de l'État est extensible, mais malheureusement, pas le vôtre. Merci, Madame le maire, d'être venue nous voir effectivement pendant cette demi-heure sur School TV Le Mag. Karine Franklin, maire d'Aubervilliers, conseillère départementale de Seine-Saint-Denis et vice-présidente de Pleine Commune. Un énorme merci. Alix, merci. On se retrouve demain. Salut, à demain. Excellente journée sur School TV.